Même les friandises les plus délicieuses perdent leur attrait quand elles sont trop abondantes. Que nous ayons la bouche pleine de victuailles exotiques ou d'aliments ordinaires, si nous ne pouvons pas les mâcher ou les croquer, rien ne passera. Et la situation pourrait empirer. On a tous assisté ou participé à un événement comme le concours de plus grands mangeurs à la foire ou au défi lancé aux universitaires. Abuser d'une bonne chose enlève le plaisir qui y est associé. Cet adage s'applique aussi au monde des données. Ce n'est pas un secret. La révolution informatique a entraîné une hausse exponentielle du nombre de données disponibles. Il y a quelques années, la revue The Economist observait qu'en 2005, on avait créé 150 exaoctets de données, soit 1 milliard de gigaoctets, et qu'en 2010, on avait atteint les 1200 exaoctets. L'an dernier, Cisco a estimé que le trafic du protocole Internet dépasserait cette année le cap du zetaoctet, soit 1000 exaoctets, grâce à une croissance annuelle composée de 23 %. Voilà, au bas mot, une augmentation époustouflante. On a du mal à imaginer comment stocker, voire traiter toutes ces données. Il est sans doute difficile de croquer un morceau de cette taille quand on a déjà la bouche pleine. Pas du tout, rétorquent les cyniques. Si la puissance de calcul à l'origine de ce déluge de données progresse à un rythme égal ou supérieur, alors on dispose certainement de la puissance informatique pour traiter ces données. Pourtant, là encore, il faut tenir compte de la composante humaine. En effet, il est plus facile de créer les données que de les traiter. On doit donc se doter des ressources nécessaires et définir un plan pour traiter ces données. En 2010, The Economist déplorait que des tonnes de données restaient en quelque sorte stationnées et exposées au vol. Manifestement, les choses ont bougé depuis. Si les données non traitées représentaient à ce moment-là une montagne, on peut seulement imaginer le nombre actuel d'hexaoctets orphelins. À moins d'une percée dans la manière de gérer la situation, nous risquons de subir une espèce de choc intellectuel causé par cette nouvelle ère. Obligés de choisir entre le traitement des données anciennes et nouvelles, nous voilà confrontés au dilemme de la substitution. Dans un effort désespéré pour maintenir la cadence, nous capitulons devant les données courantes. Il existe un lien direct entre les analyses économiques et financières. Lorsque les données actuelles se traduisent par des mouvements instantanés, elles se chiffrent en millions. Il devient alors impossible de les extraire du flux à un moment particulier, car le coût d'option devient tout simplement trop élevé. Vu la façon dont s'accumulent les avantages, on risque fort d'être victime d'un détournement vers les données à haute fréquence. Le déplacement des truismes structurels et des tendances éprouvées vers une profusion d'informations ainsi que des corrélations et des interactions en temps réel menace d'engendrer une nouvelle forme de myopie et un peu d'ancrage dans la réalité du marché. Mais ce n'est pas tout. En tenant compte de la couverture médiatique des événements sur la scène mondiale et de l'explosion des nouvelles sources d'informations gratuites et en ligne, on se trouve devant un flot continu d'informations tout à fait inédites. L'assimiler est déjà difficile. En ajoutant à cette tâche le fait qu'un nombre croissant de médias rivalisent pour attirer notre attention toujours plus limitée, on comprend l'intérêt non seulement à être le premier à diffuser l'information, mais aussi à le faire de la manière la plus tapageuse.
S'il est vrai que les mauvaises nouvelles se vendent mieux, le contexte économique des 8 dernières années a alimenté une frénésie médiatique dont les conséquences sur la volatilité des marchés financiers devraient être évidentes. Ce phénomène se manifeste aujourd'hui sur les marchés d'une manière singulière. Il suffit de penser à la divergence de points de vue en matière d'économie entre la Fed et pratiquement tous les autres acteurs. En examinant les mesures et les déclarations de la Fed, il devient apparent qu'une économie gagnant en puissance et dont la capacité se resserre sur les fronts de la main-d'œuvre, du capital matériel et de la productivité a besoin d'un durcissement de la politique monétaire. C'est une question de croissance. Et puis, il y a la perspective du marché. Le plongeon des places boursières, l'effondrement des cours des produits de base et la réévaluation des risques à l'échelle mondiale conduisent à une conclusion diamétralement opposée. La récession est à nos portes. C'est une chose de se noyer dans un flot de données et de tirer des conclusions qui sont les variantes d'un même thème. Cela en est une autre aboutir à l'autre bout du spectre. En tenant compte de l'effet de cette divergence sur la confiance, l'absence de clarté pourrait avoir une profonde incidence sur les perspectives à court terme. Au bout du compte, nous avons devant nous une somptueuse table de banquet offrant beaucoup trop de données à assimiler. Dans notre hâte de déguster, nous pourrions tirer une conclusion hâtive, néfaste et injustifiée, une sorte de nouveau paradoxe de l'épargne. Voilà qui ne plairait pas à Keynes. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.